Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, 3 lettres pour cette émission RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire, notre invité aujourd'hui c'est Arthur Lepage, le président du groupe Reborn, spécialisé dans les films plastiques. Il nous présentera le procédé de désancrage qui permet d'ores et déjà de recycler 4000 tonnes de films par an. Orange lance un comité raison d'agir pour suivre la mise en œuvre de sa raison d'être, l'occasion pour nous de faire le point sur ce mouvement issu de la loi Pacte et de mesurer ses conséquences réelles dans la vie des entreprises. Et puis, dans Smart Ideas, vous découvrirez la consigne Green Go et son réseau de restaurants qui supprime les emballages jetables. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact. Tout de suite. Bonjour Arthur Lepage, bienvenue. Vous êtes donc le président du groupe Reborn qui regroupe les activités emballage de votre holding industriel, Accelrise. Reborn, c'est 110 millions d'euros de chiffre d'affaires, 350 salariés sur 5 sites de production en France, des filiales commerciales en Russie, en Pologne, aux États-Unis et des exportations dans plus de 60 pays. Je le disais en titre, votre métier, ce sont les emballages plastiques flexibles, bref, les films plastiques qu'on utilise nous régulièrement dans nos cuisines, c'est ça ? Oui, au quotidien, on fait des films pour tout ce qui est agroalimentaire, donc par exemple l'emballage de packs d'eau, tout ce qui est hygiène aussi, tout ce qui est emballage par exemple de couches culottes, hygiène féminine, coton, et aussi des emballages plus industriels pour transporter par exemple des palettes ou des pondéreux dans des palettes, donc transporter du verre, transporter des matériaux, des choses comme ça. Voilà. Donc vos clients, ce sont des entreprises qui cherchent à emballer leurs produits, quoi, tout simplement. Donc à marketer, emballer ou transporter, et avec du film plastique. Ouais. Alors vous lancez votre première ligne de désancrage. Déjà pour bien comprendre, pourquoi il y a besoin d'encre dans les films plastiques ? C'est pas dans les films plastiques, c'est pour le packaging. Voilà, c'est la partie marketing. D'accord. C'est la surface. C'est une toute petite couche, c'est quelques microns qui sont imprimés pour faire du marketing en magasin ou mettre un logo, ou même en B2B pour mettre la marque sur une palette. Ouais. Et cette encre, en effet, est un des freins au recyclage des films plastiques. Alors, pas le seul, mais quand on recycle de façon classique avec les encres, on retrouve des matières qui sont noires ou grises et qui ne permettent pas une vraie boucle circulaire, en tout cas une vraie réutilisation dans des produits à même valeur, quoi. Oui, on ne va pas réutiliser un film plastique s'il n'est pas transparent. Voilà, c'est plus difficile s'il n'est pas transparent. D'accord. Alors vous avez donc imaginé vous débarrasser de l'encre sur ces films plastiques pour pouvoir les recycler. C'est bien d'avoir une idée, après il faut la mettre en œuvre. C'est combien d'années de recherche et développement, c'est combien de millions d'euros investis pour y arriver ? Ça fait 10 ans qu'on travaille dessus. Alors, on est un groupe, donc on fait du film plastique, et depuis 5-6 ans, on s'est intégré dans la partie recyclage. Donc déjà, c'est devenu notre nouveau cœur de métier, donc la collecte, le recyclage des films plastiques, alors plutôt transparent, qu'on vient collecter chez des industriels, des plateformes commerciales. Oui. Et on a voulu aller plus loin en s'attaquant justement au désancrage, parce que c'est un des freins. Et ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, parce que c'est assez facile, en fait, en laboratoire, d'enlever les encres, alors soit avec des solvants, soit avec de l'alcool. Et donc, on a fait des prototypes pendant 10 ans, et on est finalement tombé, il y a 5-6 ans, sur une start-up espagnole qui avait inventé un process, comme un détergent, à base, alors non pas solvant, parce que ça c'est dangereux, mais base eau, donc aqueuse, et qu'on a réussi à industrialiser depuis 5 ans avec eux, et donc on a lancé la ligne il y a quelques mois. Quelques mois, donc c'est, je crois, 3 millions d'euros d'investissement, c'est ça ? C'est 3 millions d'euros sur les équipements, mais ça fait 5-6 ans qu'on travaille sur des tests, sur des prototypes en laboratoire, des prototypes un peu plus gros, et finalement le lancement en taille industrielle depuis 3 mois. Donc avec une ligne spécifique de désancrage qui a été installée. Alors pour l'instant c'est dans un site, c'est ça ? Oui. Mais potentiellement c'est amené à se développer, c'est quoi l'idée ? L'idée c'est qu'on a un site, on a 5 sites en France comme on l'a dit, on a un site dans les Pyrénées qui a été le premier site sur lequel on a mis cette ligne de désancrage. C'est une ligne assez classique, on vient broyer, on vient désancrer, c'est la partie innovante, après sécher et remettre sous forme de granules. Et on va essayer de déployer sur nos autres sites de transformation d'autres lignes de désancrage. Alors désancrage et aussi à terme d'autres lignes qui pourront faire d'autres types de recyclage ou d'autres types d'entrants en termes de matière. Cette technologie, qu'est-ce qu'elle permet ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui ressort ? Ensuite, vous avez parlé de granules, mais qu'est-ce qui ressort ? On refait du film plastique, il y a différents usages en fait après. On rentre des déchets de film plastique, donc des films plastiques imprimés, on les broie et on sépare dans des bassins l'encre, en fait on vient enlever l'encre qu'on vient sécher, l'eau est récupérée, traitée et remise en circuit fermé, et derrière on fait des flocons qu'on vient remettre sous forme de petites billes
qui est transparente, totalement transparente, parce que la surface a été complètement enlevée. Et ces petites billes peuvent être réutilisées dans les mêmes applications de film ou dans d'autres applications à isovaleur. L'idée, c'est justement de ne pas perdre de valeur. Que classiquement, le recyclage, souvent, on perd de la valeur. On part d'un produit qu'on recycle dans un produit moins cher. Avec le désancrage, on arrive à le remettre dans les mêmes types d'applications à isovaleur. Oui, donc ça veut dire que vous allez, pouvoir réutiliser cette matière première ensuite pour emballer les produits de vos clients. Est-ce que ça vous donne un coup d'avance sur vos concurrents ? Clairement, déjà, on est un coup d'avance sur la partie économie circulaire, parce qu'on est les premiers à lancer ce type de recyclage. C'est assez facile, entre guillemets, de s'attaquer à des produits transparents. Là, on s'attaque à des produits qui sont beaucoup plus durs à recycler. Et on a un coup d'avance parce que c'est des matières qui sont très peu recyclées, donc assez mal valorisées. Et en arrivant à les valoriser, non seulement c'est bien pour l'économie circulaire, mais économiquement, ça fait du sens, parce qu'on a accès à une matière qui aujourd'hui est principalement utilisée, par exemple, dans des sacs poubelles ou des bancs de jardin ou du recyclage vers le bas. Nous, on arrive à la recycler et à la remettre dans des applications, encore une fois, à valeur ajoutée. Donc ça vous donne un coup d'avance sur vos concurrents. Est-ce que c'était aussi une façon de répondre à une demande de vos clients ? Parce que nous, on voit ici, évidemment, on est au cœur de cette problématique, des entreprises qui sont sur une trajectoire, qui veulent améliorer leur bilan RSE. Donc est-ce que ça faisait partie des demandes des clients pour pouvoir dire, voilà, je sais pas, je veux dire, je suis Evian, voilà, je désancre aussi les films plastiques. Bien sûr, il faut... on est dans une trajectoire très claire maintenant, que rendre tous les emballages recyclables et recyclés, parce que même pour le terme recyclable, il faut qu'ils soient effectivement recyclés. Donc les films qui étaient utilisés pour du marketing transporté et faire aussi du marketing imprimé doivent avoir à terme une économie circulaire et pouvoir être recyclés. Et sans doute la bonne façon de faire, c'est arriver à enlever ces encres pour les remettre dans des produits transparents qui peuvent être les mêmes produits, mais d'autres types de produits utilisant ces granules. C'est quoi vos ambitions en masse de matières premières recyclées et finalement économisées ? Là, aujourd'hui, on transforme 50 000 tonnes de polyéthylène, donc c'est le plus gros matériau plastique qu'on utilise. On vise, dans 3 ans, de faire 80% à base de matières recyclées. Donc de collecter nous-mêmes, transformer et recycler 80% de nos matières premières. Donc là, aujourd'hui, on est à peu près à 15 000 tonnes, ce qui fait quand même des quantités assez industrielles. Et on vise de doubler, voire tripler ces volumes d'ici 3 ans. Donc ça suppose de dupliquer, quoi. C'est ça ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que cette première ligne, il y en aura forcément une par usine ? Il y en aura 2 à 3 par usine. 2 à 3 par usine. On vise à peu près entre 7 et 8 lignes de recyclage. Alors pas toutes de désancrage, mais aussi des lignes, par exemple, qui peuvent trier les plastiques et après les recycler, pour pouvoir s'attaquer par exemple à tous les gisements de la grande distribution, ou des gisements un peu plus mixtes et compliqués. Donc l'idée, c'est vraiment s'intégrer totalement sur la partie économie circulaire et être nous-mêmes collecteurs et fabricants de matières pour nos besoins, mais aussi, par exemple, pour d'autres transformateurs plastiques. Oui, alors c'est la question que j'allais vous poser. C'est d'abord votre propre matière première, d'une certaine façon, mais est-ce que vous avez, dans cette stratégie, initié une filière pour aller récupérer, finalement, les films plastiques aussi réalisés par vos concurrents, quoi, Bien sûr, oui, on est collecteur, soit direct, soit via des partenariats, par exemple, avec des gros collecteurs qui, eux, collectent différents matériaux. Et clairement, derrière, on s'utilise nous-mêmes comme propres clients, même prototypes, parce qu'on les utilise nous-mêmes, ces matières. Et à terme, en les mettant en point, à la fois le process de recyclage et ces matières, on pourra les vendre à des transformateurs qui veulent utiliser à très haute teneur, parce que l'idée, c'est pas utiliser à 5%, 10% de matières recyclées, mais c'est vraiment remplacer une grande majorité des matières premières vierges par des matières recyclées. Donc mettre à disposition ces matières dans des applications pour nos concurrents ou d'autres transformateurs au niveau européen. C'est un gisement de matières premières, alors j'allais dire inexploité. Non, il n'était pas inexploité, il était mal exploité. Il était à la fois mal exploité et inexploité. Donc ça veut dire qu'il était inexploité parce qu'une grosse partie des plastiques finissent encore aujourd'hui en décharge, en incinération. Alors on ne parle même pas de la nature, mais c'est plutôt dans les pays émergents, ou mal exploité, puisque le peu qui est recyclé aujourd'hui est recyclé vers le bas, donc c'est recyclé vers des applications à moindre valeur. Donc on parlait des sacs poubelles, on parlait des produits à faible valeur. Donc il faut arriver à faire une boucle circulaire à isovaleur pour pouvoir valoriser les déchets, pour que les gens trient en amont ou ne les mélangent pas. Mais ils vont les faire avec quoi, les sacs poubelles, maintenant ? Ils vont le faire sans doute, il y aura toujours des déchets, alors il faut aller vers des déchets d'autres, il y a beaucoup de millions de tonnes, mais il est clair qu'il faut créer des filières de valorisation à valeur ajoutée pour pouvoir, en amont, arriver à valoriser ces déchets. Et aujourd'hui, tous les déchets sont valorisables si on arrive à ne pas les mélanger ou à bien les trier à la source. Je voudrais qu'on termine sur la question de la réglementation. À quel point les règlements
réglementations françaises ou même européennes vous ont poussé à agir? Nous, on a poussé à agir, on s'est tout posé tout seul, parce qu'on pense que l'avenir des emballages et même des matériaux en général, ça va être vers l'utilisation de matières recyclées. Donc clairement, on a devancé ça, parce qu'on a fait il y a 5-6 ans. Ce que les réglementations ont bougé, c'est sans doute l'environnement. C'est-à-dire que nos clients, ou le client de nos clients, sont clairement maintenant dans une demande de produits recyclés. Alors, soit parce qu'il y a des incitations financières, soit parce qu'il y a des contraintes réglementaires. Mais clairement, tout est mis en place aujourd'hui pour que l'utilisation soit de plus en plus massive de matières recyclées et que le taux monte et vers vraiment qu'on dépasse le taux de 5-10% pour aller vers une majorité de matières recyclées dans nos produits. Les déchets sont la ressource de demain, on en est tous conscients. Mais alors, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en part de chiffre d'affaires pour vous et qu'est-ce que ça va devenir? Aujourd'hui, on est déjà c'est le cœur de la stratégie. On fait plus de 25% sur les 25 millions, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des produits qui sont à base de 100% de déchets. Donc on part de déchets collectés chez nous, recyclés et qu'on remet dans des films. Et donc ces 100%, on a remplacé complètement la matière vierge pour à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est comme ça devient, on est parti de zéro il y a 5 ans. On est aujourd'hui à 30% et on vise à être à 80% dans 3-4 ans. Merci beaucoup, merci Arthur Lepage, à bientôt sur Bismart. Comment surveiller la mise en place de la raison d'être? La réponse d'Orange tout de suite. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Raison d'être et raison d'agir, voilà ce dont on parle tout de suite avec mes invités. Béatrice Mandine, bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice exécutive communication marquée engagement d'Orange. À vos côtés, Sophie Chassa, bonjour. Vous êtes philosophe et associée chez Women, qui est un cabinet de conseil qui accompagne notamment les entreprises dans la définition de leur raison d'être. Et vous avez accompagné Orange. Cette raison d'être, Béatrice Mandine, c'était fin 2019. La voilà, Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. C'est quoi pour vous? C'est une sorte de boussole? On dit souvent ça avec les entrepreneurs ou les entrepreneurs. Oui, c'est une boussole dans la mesure où ça nous oriente, ça oriente notre action en fait. Et dans une durée qui est bien plus longue que ce qu'on pratique traditionnellement en entreprise, c'est-à-dire qu'on est habitué à avoir des projets, des plans à 3 ans, à 5 ans. Et là, il faut imaginer que cette raison d'être, elle est pensée pour être pérenne. C'est la définition de ce pourquoi nous sommes là tous les matins, qu'est-ce qu'on fait ensemble, et donc ça projette un peu dans le temps, et ça c'est assez sain dans un monde que je trouve moi assez agité et en perpétuelle accélération, donc ça donne du sens, ça donne une orientation. Ça donne du sens, mais le plan stratégique, il est en cohérence avec cette, avec cette raison d'être. Il faut quand même que tout ça marche dans le même sens, parce que sinon c'est un peu complexe. Mais la chance qu'on a eue chez Orange, en fait, c'est qu'on a travaillé parallèlement à définir ce plan stratégique et cette raison d'être. Après, historiquement, ça part de quelque chose. Vous ne partez pas d'une page blanche. C'est-à-dire que chez Orange, il y a un ADN, une culture d'entreprise. Il y avait une philosophie d'entreprise qui est assez rare pour qu'on en parle, et qui s'appelle Human Inside. Et on a mis tout ça ensemble à un moment donné en se disant, à l'occasion de la loi Pacte, en fait, qui s'est présentée en 2019, on va formaliser notre raison d'être. Et j'insiste sur ce terme parce qu'on ne l'invente pas, la raison d'être. Ce n'est pas un exercice de com, précisément. Il faut résister à ça aussi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on aurait... D'aligner quelques jolis mots, oui. Oui, on aurait probablement préféré une formule qui claque un peu. Moi, je me souviens que j'aimais beaucoup le concept de progrès positif, mais c'est pas forcément, c'est un peu, ça met des barrières et c'est pas ce qu'on a choisi. Donc quelque chose qui soit plus facile à appréhender pour tout le monde et pour tous les salariés de l'entreprise, et c'est partie prenante. Donc ça fait beaucoup de monde. Oui. Oui, c'est aussi un outil de communication interne, de cohésion interne. Enfin, il y a tous ces aspects-là. Quelques chiffres sur les entreprises à raison d'être au sein du CAC 40. 8 sociétés sur 10 en ont une société à mission, c'est Danone, et 3 sociétés qui ont une raison d'être statutaire. Il y a Orange, il y a Engie et il y a Worldline. Sophie Chassa, raison d'être statutaire, ça change quoi? Parce que déjà, c'est pas seulement des mots là aussi. Non, alors d'abord, c'est la lettre de la loi. C'est-à-dire que, effectivement, Béatrice Mandine le rappelait, la loi Pacte est
promulguée en mai 2019, il y a des changements dans le droit français, dans certains articles du Code civil et dans un article du Code de commerce. L'article 1835 ouvre la possibilité pour les entreprises de préciser dans leur statut une raison d'être. Donc la lettre de la loi, c'est bien l'idée d'inscrire une raison d'être dans ces statuts. Alors certaines entreprises l'ont fait dans les statuts stricto sensu, c'est le cas des 3 que vous avez cités et Orange. Oui. D'autres l'ont fait en préambule des statuts, ce qui n'a pas tout à fait la même dimension juridique. Oui, c'est pas le même engagement. C'est pas le même engagement, tout à fait. Voilà, ça reste symboliquement important. C'est dans le corps du texte des statuts, mais en préambule. Et donc, voilà, ça c'est vraiment la lettre de la loi. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont emparées de l'esprit de la loi, qui n'ont certes pas inscrit la raison d'être dans les statuts, donc qui s'engagent moins avec ce caractère d'opposabilité juridique, mais qui se sont appropriés cet esprit de la loi, qui ont fait l'exercice de définition et de formalisation d'une raison d'être. Et c'est pour ça que vous pouvez citer effectivement le chiffre de 8 entreprises sur 10 dans le CAC 40 qui l'ont fait. Depuis quelques semaines, c'était novembre, Béatrice Mandine, il y a donc cette nouvelle étape, passage de la raison d'être au comité raison d'agir. Alors, vous le disiez, vous aviez déjà ça en tête quand vous avez créé cette raison d'être, mais pourquoi il fallait aller plus loin d'une certaine façon? En fait, aller plus loin, c'est juste factualiser la démarche que nous avions. Et pour qu'un engagement soit sincère, il faut qu'il soit un peu concret. Et contrôlé d'une certaine façon. Exactement. Ouais. Et donc, oui, il y a toujours une dimension de transparence dans ce qu'on fait, mais quand on parle de raison d'être, mais pas seulement. On est dans un monde où... Dans la sphère de la communication, on n'est plus du tout à l'époque où on peut juste faire des promesses comme ça. Donc, il y a une nécessité de preuve, ou en tout cas de fait. Donc, nous, on a décidé de se doter de ce comité raison d'agir. C'était dans une démarche, encore une fois, de sincérité et de transparence. Mais que va-t-il faire, ce comité? Alors, d'abord, il se réunit, c'est des personnes... Il se réunit trois fois par an et ce sont des personnes indépendantes, extérieures, bien entendu. On leur a proposé des indicateurs qui cadrent avec notre raison d'être, évidemment. Il y a quand même 14 indicateurs très concrets. Et grâce à ça, ils seront à même de nous aiguiller, de nous proposer des choses. L'objet de ce comité, c'est de vérifier que l'action d'Orange est cohérente avec notre raison d'être. C'est aussi simple que ça. Donc après, ils le traiteront comme ils veulent. Je pense qu'il faut assumer aussi que dans cette histoire de raison d'être, on défriche un peu. Il y a le cadre de la loi, comme le disait Sophie, mais à côté de ça, chacun l'interprète un peu à sa manière. Et d'une entreprise à l'autre, c'est un peu différent. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise recette, d'ailleurs. Ça dépend un peu du modèle de l'entreprise. Il est présidé, ce comité raison d'agir, par Eba Kalondo, qui est la porte-parole bureau du président de la Commission de l'Union africaine. Sophie Chassa, dans l'accompagnement que vous faites avec Women de cette démarche d'Orange, la raison d'agir, ça vous semblait une évidence? Il fallait l'organiser malgré tout. Jusqu'où c'est un contrôle pour vous? Comment ça va fonctionner? Je ne le dirais pas en termes de contrôle, en tout cas, il faut que ça engage la gouvernance. C'est-à-dire que la raison d'être, et c'est la force de ce modèle français, c'est d'inscrire le sens au cœur du modèle d'affaires, d'en faire vraiment le fondement de la stratégie, le fondement de tout un ensemble de déclinaisons stratégiques et opérationnelles, donc vraiment de le mettre au cœur du modèle. À partir du moment où c'est au cœur du modèle, il faut que la gouvernance se transforme, s'engage, et donc créer un nouvel organe de gouvernance comme un comité raison d'agir, en reprenant d'ailleurs le dispositif de la société à mission, c'est-à-dire que Orange prend le troisième niveau de la fusée de la loi Pacte, le modèle du dispositif société à mission, pour aller vraiment implémenter un changement dans sa gouvernance, avec effectivement ce comité qui a un rôle de suivi plus que de contrôle. Le contrôle, c'est plus un organisme tiers indépendant externe qui peut le faire, et puis le véritable contrôle, c'est l'opinion publique qui vérifie effectivement qu'en face des déclarations, il y a des actes. Béatrice Mandine vient de le rappeler. On n'est plus à un moment où on peut simplement faire un exercice de communication avec les engagements sociaux et environnementaux. Il y a un risque de ce qu'on appelle le purpose washing, qu'on ne traduit pas vraiment en français, mais voilà, c'est l'idée du blanchiment de raison d'être. Et effectivement, il y a ce contrôle interne avec cet organe de gouvernance, mais de toute façon, l'opinion publique veille désormais. Est-ce que c'est un mouvement qui dépasse la France ?
Sophie Chassaing? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, la France, le modèle français est assez singulier, avec vraiment cette volonté de mettre le sens avant les normes dans tout cet enjeu de l'engagement social et environnemental. Il y a en Europe le cas de l'Italie, qui a également un statut de società benefit. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que l'Europe est en train de s'emparer du sujet. Alors, on le voit avec plusieurs signaux. Le Parlement européen a pris des résolutions sur la gouvernance d'entreprises durables en décembre 2020. En mars 2021, une autre résolution du Parlement a insisté sur l'importance d'élargir et d'abaisser le seuil des entreprises qui doivent se doter d'un devoir de vigilance. Et en avril 2021, il y a eu la réforme de toute la communication des informations extra-financières des entreprises qui est en train de se mettre en place avec un standard qui va être beaucoup plus exigeant. Donc ça s'appelle le CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Et puis bien sûr, il y a la présidence française de l'Union qui commence avec la volonté d'un modèle européen économique qui réussisse la transition environnementale et sociale et qui porte des valeurs européennes. Et donc on voit bien que ce mouvement européen est en train de grandir. L'association qui représente les sociétés à mission, qui s'appelle la Communauté des entreprises à mission, a lancé le 1er décembre son congrès européen des entreprises à mission. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement qui est en train de dépasser la France et c'est formidable que la France inspire ce modèle-là à l'échelle européenne. Béatrice Mondine, est-ce que finalement ça vous donne un avantage face à des concurrents mondiaux d'être engagés dans ce processus de raison d'être, de raison d'agir? Là, si je reprends ma casquette de directrice de la marque, j'aurais envie de vous dire qu'effectivement, la France est singulière en cette loi Pacte, parce qu'elle a créé une dynamique de mouvement et d'engagement vers la raison d'être, mais le purpose en anglais, en termes de marque et de branding, c'est pas tellement nouveau. Hein. Ça fait très très longtemps. L'entreprise promesse, voilà. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Oui. Ça fait longtemps qu'on est dans cette orientation-là. Donc les marques, toutes les grandes marques, la plupart des grandes marques qui sont successful aujourd'hui, eh ben, elles ont effectivement cette raison d'être en elles. Ce qui change quand même, c'est cette volonté de l'inscrire au cœur de l'entreprise, au cœur de la stratégie, au cœur de la gouvernance. Et ça, effectivement, c'est une marche de plus, indiscutablement, parce que c'est un engagement total de la boîte. L'entreprise à mission, ça fait partie des... Ce qu'on a dit depuis le début, c'est que, comme on a un peu le sentiment d'apprendre en marchant, on s'interdisait pas cette étape, mais on ne se l'imposait pas non plus. Donc, on établit les choses les unes après les autres, les étapes les unes après les autres. Et on a encore beaucoup de travail à faire, et ça, de sensibilisation, de pédagogie sur ce que ça veut dire que la raison d'être en entreprise, dans tous les métiers de l'entreprise. Il faut sensibiliser tout le monde à ce que ça veut dire. C'est pas un projet de plus dans l'entreprise. C'est quelque chose qui doit infuser plus probablement de manière plus naturelle et que les uns et les autres se l'approprient dans leur quotidien. Et oui, ça doit être précisément un filtre à l'action de chacun au quotidien. Donc il faut un petit peu de temps. Donc on n'est pas encore dans cette disposition-là, mais pourquoi pas. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'être venues présenter Raison d'être et Raison d'agir chez Orange. Voilà, on passe à Smart Ideas, des restaurants qui font la chasse aux emballages à usage unique. Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Yasmine Daman, bonjour, bienvenue. Vous êtes la présidente, la fondatrice de la consigne Gringo. Vous l'avez créée il y a 3 ans avec Lucas Graffan. C'est quoi votre ambition de départ, votre idée de départ ? Notre idée de départ, qui est à peu près la même aujourd'hui, 3 ans après, c'est vraiment de réduire la production de déchets à la source. En fait, on dit souvent que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas. Et donc, on va donner plusieurs vies à l'emballage. Et on s'est énormément inspiré du modèle traditionnel de consigne. Oui. Alors, avec quelle idée ? Parce que ça, c'est le point de départ. Ensuite, il y a une mise en œuvre, une mise en place. Exactement. Donc, la consigne telle qu'on la connaît, elle est un peu désuète, pas très simple et pas adaptée du tout au mode de consommation actuel. Et notre ambition, c'est vraiment de pouvoir assister l'utilisateur final lors du retour de l'emballage, qui peut être un peu pénible, etc. Et donc, on va lui donner accès à un réseau très dense de points de collecte où il pourra, quand il le souhaite et où il le souhaite,
comme une borne Vélib quelque part, rendre son emballage réutilisable et se faire rembourser automatiquement et de façon dématérialisée le montant de sa consigne. On parle quoi, d'un réseau de restaurants uniquement ou ça va au-delà des restaurateurs? C'est très large. La typologie des points de collecte sont divers et variés. Ça peut être plusieurs restaurants. Donc aujourd'hui, on en a 150 par exemple. Donc c'est des restaurants, pardon de vous interrompre, qui évidemment font du click and collect, et qui disent on en a marre de produire de l'emballage, c'est ça qu'ils veulent mettre fin à ce système, quoi. En fait, le restaurant peut être point de vente et ou point de collecte. Ouais. Donc, il va vendre des repas servis non pas dans du jetable, mais dans des emballages réutilisables. Qu'il aura lui-même choisi. Ouais. Il peut décider ou pas d'être point de collecte. Donc ça veut dire que moi, utilisateur final, je vais me géolocaliser sur notre application mobile et je vais identifier le point de vente ou le point de collecte le plus proche. Donc ça, c'est pour les restaurants. Mais nous, on a un produit qu'on appelle collecteur. Donc ça va être une borne automatique installée un peu partout, dans les espaces publics, par exemple dans les supermarchés. On a un gros partenariat avec Franprix, dans les entreprises, bientôt dans les points relais. Et l'idée, c'est quelque part de voir le collecteur comme la poubelle de demain, où chacun pourra rendre à tout moment, et de façon très simple, son emballage et se faire rembourser de la manière qui est la plus appropriée pour lui. En fait, nous, on a développé une technologie qui va pouvoir en fait personnaliser le mode de remboursement. Donc, on peut vous rembourser sur votre compte en banque de façon très simple, via un bon d'achat si le collecteur est chez Franprix par exemple, ou alors en entreprise, et c'est historiquement là où on s'est beaucoup développé, sur le badge entreprise. Parce qu'on est parti du constat que c'était le moyen de paiement le plus diffus pour les collaborateurs. Aujourd'hui, qui sont vos clients? Vous parliez des entreprises partenaires, il y en a beaucoup? Oui, aujourd'hui, on en a 150. Ouais. Autour de 80% sont des grands comptes, donc Société Générale, Danone, ou d'apporte, beaucoup de CAC 40 et de luxe. Ouais. Et donc ces entreprises ont une grosse volonté de valoriser aussi leur marque employeur. Ça, c'est une chose, parce que les collaborateurs sont très demandeurs de solutions qui vont en fait éradiquer l'emballage jetable qui inonde les poubelles des entreprises. Mais aussi, ils ont une contrainte très forte qui est la loi. Dès 2023, la fameuse loi AGEC va interdire tout emballage jetable pour une restauration qui est réalisée sur place. Donc au sein d'une entreprise, c'est sur place, donc c'est interdit. Voilà. Et l'autre catégorie de nos clients sont évidemment les restaurateurs collectifs, les Sodexo, Elior, etc. Ils vont en fait opérer la restauration dans ces entreprises. Donc, ils vont utiliser notre service. Ouais. Un dernier mot, il nous reste un peu plus d'une minute. Il y a ce dispositif Paris s'emballe. C'est quoi? En fait, c'est un appel d'offres qu'on a gagné avec la ville de Paris, Citeo et l'ADEME pour mettre en place un système de consignes standard dans tout Paris. Donc ça a commencé avec le 10e arrondissement. On a embarqué en 2 mois 70 restaurants. Aujourd'hui, ça s'étend dans tout Paris. Et l'idée est très simple. C'est ce que je vous ai dit au tout début. Je me géolocalise, j'identifie le resto sympa qui m'intéresse pour manger plus durable, sans emballage jetable. Et quand je le souhaite, j'ai 1 mois pour déposer mon emballage dans n'importe quel point de collecte parisien. Et donc, il y aura des points de collecte qui seront dispatchés un peu partout dans Paris, c'est ça? Exactement, c'est l'ambition de la consigne Gringo. Oui. Et ben voilà, Paris s'emballe grâce à la consigne Gringo. Merci beaucoup, merci Yasmine Daman d'être venue présenter votre entreprise. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.